insuffisance rénale. Donc le diagnostic, c'est un prééclampsie avec des critères de sévérité. Clinique, c'est la tension à 22,12, épigastralgie persistance, suspicion d'hématome rétroplacentaire et sur le plan biologique, un HELLP syndrome. La conduite, c'est de mettre la patiente en condition et de faire une césarienne en urgence pour sauvetage materno-fœtal. Donc au bloc, la patiente avait des tensions à 22,12. Au cours de la césarienne, il y avait un liquide amniotique qui est hématique, extraction fœtale d'un nouveau-né vivant avec un septapgar, la délivrance, donc il y a un hématome rétroplacentaire. L'évolution immédiate, la patiente en post-opératoire a développé une cécité brutale et transitoire, qui a récupéré 5 heures après. Après, donc, l'évolution était favorable, diminution progressive des épigastralgies, le bilan biologique, donc il y avait un taux de plaquettes initialement à 78 000, elle est passée à 58 000, et la cytolyse commence à se corriger. Donc, on a fait une IRM qui conclut à un pré-syndrome. Le pré-syndrome, c'est une encéphalopathie postérieure réversible, ce qui a donné la cécité. Donc, un mot sur ce syndrome. Donc, c'est un syndrome clinico-radiologique en rapport avec une souffrance aiguë ou subaiguë de l'encéphale. Typiquement, il y a un œdème angiogénique qui altère la fonction des régions hémisphériques postérieures à l'occasion d'un débordement des capacités d'autorégulation de la vascularisation cérébrale, ce qui a donné cette cécité. Donc, en résumé, c'est une patiente non connue hypertendue qui a présenté une hypertension à 22,12 avec une protéinurie et elle a fait pratiquement toutes les complications de la prééclampsie. Donc, à savoir l'hématome rétroplacentaire, sur le plan biologique, un HELLP syndrome, elle a présenté une complication neurologique, le pré-syndrome, elle a présenté des tensions sévères à 22,12 avec une cécité qui était réversible. Donc, c'est pour vous dire que l'hypertension au cours de la grossesse, c'est une grossesse à haut risque materno-fœtal où l'évolution peut être dramatique. Heureusement pour cette patiente, la prise en charge était multidisciplinaire et l'issue était favorable, avec une reprise spontanée de la vision sans séquelles, stabilisation des tensions artérielles, disparition des épigastralgies et amélioration du bilan biologique. Donc, je vais commencer mon topo, donc HTA grossesse. Donc, on connaît toutes et tous la classification de 1972 de l'American College de l'American College d'obstétrique. Donc, l'HTA au cours de la grossesse, il y a quatre figures. Donc, une HTA sans protéinurie, avant 20 semaines, c'est une HTA chronique. Après 20 semaines, c'est une HTA gravidique. Une HTA avec une protéinurie, donc on peut avoir une HTA chronique avec une prééclampsie surajoutée, et on peut avoir une prééclampsie qui est une hypertension artérielle après 20 semaines avec une protéinurie. Donc on va parler surtout de la prééclampsie. Donc la prééclampsie est une pathologie multifactorielle survenant dans 75% chez les primipares. C'est une maladie de l'endothélium maternel. L'origine, c'est un défaut de placentation et les conséquences sont multisystémiques. Parfois, on peut avoir une défaillance multiviscérale. Une des premières causes de morbimortalité maternelle et fœtale dans le monde, l'approche thérapeutique est très limitée et le seul traitement curatif, c'est la délivrance. Le seul traitement curatif de la prééclampsie, c'est l'ablation du placenta. Seule l'aspirine permet de prévenir secondairement une prééclampsie chez les patients à haut risque. Et les facteurs de risque, et la prééclampsie est un facteur de risque cardiovasculaire à long terme. Un peu d'épidémio, donc 10 millions de femmes par année font des prééclampsies, 2 à 5% des grossesses dans le monde font des prééclampsies. En France, c'est entre 1 et 5%. C'est le chiffre, le dernier chiffre français, c'est 2,3% des grossesses font des prééclampsies. C'est la première cause de mortalité maternelle et la première cause de mortalité fœtale. En France, la première cause de mortalité maternelle, c'est les cardiopathies et grossesses. Et en Algérie, la première cause de mortalité, c'est l'hémorragie. Et en second, c'est les complications de la prééclampsie. C'est la première cause de mortalité maternelle en Amérique latine et aux Caraïbes. 500 000 décès fœtales est responsable de 10 à 20% des décès maternels. Et les causes de décès par prééclampsie, c'est les AVC hémorragiques et
les AVC hémorragiques et les crises d'éclampsie. En Algérie, en 2009, et jusqu'à ce jour, donc la prééclampsie est la deuxième cause de mortalité maternelle après les hémorragies du postpartum immédiat. Donc la physiopathe, l'étiologie, la physiopathe, la cause de cette prééclampsie, c'est un défaut d'invasion trophoblastique. Quand il y a un défaut d'invasion trophoblastique, il y a une hypoperfusion placentaire, ce qui va donner une maladie endothéliale générale. On peut avoir une HTA avec une protéinurie, un HELP syndrome, une CIVD, et pour le fœtus, on va avoir un retard de croissance intra-utérin, mort fétale in utero. Donc sur ça, on voit l'artère utérine qui vascularise l'endomètre. En cas de grossesse normale, il y a une disparition des résistances pour permettre l'augmentation du débit placentaire, donc pour avoir un bon apport pour vasculariser le placenta et vasculariser le fœtus. En cas de prééclampsie, il y a une augmentation des résistances au niveau des artères utérines, ce qui va donner une hypoperfusion placentaire. Et pour lutter contre cette hypoperfusion, donc il va y avoir une hypertension artérielle pour compenser cette hypoperfusion placentaire. Les arguments en faveur de l'origine placentaire de la prééclampsie, c'est sa survenue exclusivement pendant la grossesse, sa disparition après la délivrance du placenta, sa possible survenue en absence d'embryon en cas de grossesse molaire. La grossesse molaire, il y a une sécrétion importante d'ACG, il n'y a pas d'embryon, mais il y a un risque de prééclampsie qui est élevé. Et l'absence de lien avec l'utérus. En cas de grossesse abdominale, il n'y a pas de risque de prééclampsie. Donc les définitions, elles étaient revues cette année par les recommandations françaises du Collège français de gynéco-obstétrique. Donc avant 2013, la définition c'était une HTA systolique supérieure ou égale à 140 avec IU une diastolique supérieure ou égale à 90 associée à une protéinurie supérieure ou égale à 0,3 g par 24 heures qui survient après 20 semaines d'aménorrhée. Donc avant on parlait de toxémie, de syndrome vasculo-rénal, actuellement on parle de prééclampsie. De nouvelles recommandations internationales, donc la Société internationale de l'HTA de la femme enceinte, donc il définit la prééclampsie par une HTA gravidique après 20 semaines, associée soit à une protéinurie supérieure à 3 grammes ou un dysfonctionnement d'organes maternels, donc insuffisance rénale, cétolyse, des complications neurologiques, éclampsie, altération de la conscience, cécité, AVC, ou un dysfonctionnement hétéroplacentaire qui va engendrer un retard de croissance, des anomalies de Doppler ombilical ou une mort fétale in utero. Donc pour les recommandations du Collège américain de gynéco-obstétrique de 2018, il définit donc la prééclampsie et une HTA supérieure à 140-90 associée soit après 20 semaines, soit à une protéinurie supérieure à 300 mg, une thrombopénie inférieure à 100 000, altération de la fonction hépatique, une insuffisance rénale, ANOAP et céphalée. Donc la protéinurie, ce n'est pas nécessaire d'avoir une protéinurie positive pour parler de prééclampsie. Donc quand on prend les nouveaux critères de la Société internationale de l'HTA de la femme enceinte ou du Collège américain de gynéco-obstétrique, on va voir que pour 100 prééclampsies diagnostiquées par les critères de l'American College, il y a 6 à 15 cas supplémentaires de prééclampsie. Qui dit 6 à 15 cas, quand il y a une prééclampsie, il y a une prise en charge, il y a une hospitalisation, il y a une surveillance. Donc ces cas représentent des formes peu sévères. C'est pas certain que l'utilisation d'une nouvelle définition vont diminuer la morbidité maternelle ou néonatale. Donc avec ces nouvelles classifications, donc on aura plus de prééclampsie, plus de surveillance, plus de dépenses, sans avoir un gain sur la morbimortalité maternelle et fétale. Autre critère pour le diagnostic de prééclampsie, est-ce qu'on va utiliser la protéinurie des 24 heures ou est-ce qu'on va utiliser le ratio P sur C, donc protéinurie sur la créatinurie. Donc ce ratio P sur C, il y a moins de contraintes, c'est facile de le doser que de demander à la patiente de garder, de collecter les urines pendant 24 heures et on a un résultat plus rapide. Donc pour les définitions de la prééclampsie en 2023,
Donc c'est une HTA systolique supérieure ou égale à 140 et ou une diastolique supérieure à 90 associée à une protéinurie supérieure ou égale à 3 grammes par litre ou un ratio P sur C supérieur à 30 mg par millimole, survenu après 20 semaines d'aménorrhée. En 2020, donc, il y avait des recommandations sur la prééclampsie sévère. Les critères d'une prééclampsie sévère, c'est une HTA sévère qui dépasse 160 de systolique ou 110 de diastolique, non contrôlée, une protéinurie qui dépasse les 3 grammes par 24 heures, une insuffisance rénale, une oligurie inférieure à 500 ml par 24 heures, une thrombopénie inférieure à 100 000, une cytolyse avec des transaminases supérieures à 2 fois la normale, une douleur abdominale épigastrique persistante, une douleur de l'hypogondre droit, une douleur thoracique, une dyspnée, un œdème, un OAP, des signes neurologiques à type de céphalie sévère ne répondant pas aux ontalgiques, des troubles visuels auditifs persistants. Associés donc à ces critères de sévérité, on peut avoir des critères de gravité. Les critères de gravité, c'est une tension qui dépasse les 180 de systolique et les 120 de diastolique, une douleur abdominale épigastrique ou de l'hypogondre droit en barre, des céphalies sévères, une détresse respiratoire, un OAP, un HELP syndrome, une insuffisance rénale aiguë. Les complications. Une prééclampsie, c'est une maladie d'origine placentaire, mais les complications, c'est multisystémique. On peut avoir des complications fétales à type de retard de croissance, de mort fœtale in utero et de prématurité induite. On peut avoir des complications neurologiques, AVC, presse syndrome, crise d'éclampsie. On peut avoir des complications hépatiques, l'hématome subcapsulaire du foie, HELP syndrome. On peut avoir des complications rénales, insuffisance rénale anurique. On peut avoir des complications donc, cardiaques, OAP. Et on peut avoir des complications hématologiques, HELP syndrome et CIVD. Donc c'est une maladie d'origine placentaire, mais les complications sont systémiques. Très bien, donc la prise en charge, elle est multidisciplinaire. On ne peut pas prendre une prééclampsie seule. Donc la prise en charge est multidisciplinaire, donc elle associe donc, les gynéco-obstétriciens, les sages-femmes, les anesthésistes réanimateurs, le médecin généraliste qui va faire le diagnostic et le dépistage, le biologiste pour les bilans d'exploration, l'interniste, il y a des formes de prééclampsie sévère et précoce où l'étiologie c'est un SAPL, le néphrologue et le néonat pour prendre en charge le retard de croissance, et le néonat et le pédiatre, le cardio et le néphro pour prendre en charge l'hypertension et pour le suivi après et l'exploration. Donc, quelle prise en charge en 2023 selon les recommandations du Collège français de gynéco-obstétrique? L'hospitalisation, dès qu'il y a une prééclampsie, on doit hospitaliser la patiente. On hospitalise la patiente, mise en condition, prise de tension, et on commence un traitement anti-hypertenseur. Donc, pour toutes les sociétés savantes, une prise en charge en ambulatoire est possible si on arrive à stabiliser la patiente. Il n'y a pas de critères de sévérité, il n'y a pas de retentissement, fœtal. La patiente, elle est compliante, elle n'habite pas loin, donc on peut la faire sortir et la surveiller en ambulatoire en la voyant 2 à 3 fois par semaine. Le traitement anti-hypertenseur, avant ces dernières recommandations, on commence à traiter une patiente avec une prééclampsie si les tensions vont dépasser les 160. C'est entre 140 et 159 de systolique et 90 et 119 de diastolique. On ne traite pas, donc on surveille. Mais les dernières recommandations, donc dès que la tension dépasse 114-90, on met un traitement pour protéger la maman contre les complications de l'hypertension. Quel traitement anti-hypertenseur? Les dernières recommandations, donc ce qui est recommandé en première intention, c'est un bêta-bloqueur, c'est l'abétalol en IV, qui n'est pas disponible dans notre service. Et ce qu'on a l'habitude d'utiliser couramment, donc on utilise les inhibiteurs calciques.
La voie d'administration en cas de prééclampsie sévère avec un HTA contrôlé par en cas de prééclampsie sévère avec un HTA contrôlé par un antihypertenseur par voie IV. Donc après la stabilisation, on peut passer à la voie orale, soit un bêta-bloqueur, soit un inhibiteur calcique, soit les antihypertenseurs centraux alpha-méthyldopa. Donc les molécules, c'est ça. Très bien. Donc la place du sulfate de magnésium. Le sulfate de magnésium, il est recommandé d'administrer le sulfate de magnésium en anténatal chez les femmes avec une prééclampsie sévère, avec au moins des signes de gravité qu'on a cités, afin de réduire le risque de passage à l'éclampsie. Il est recommandé d'administrer le sulfate en anténatal chez les femmes avec une prééclampsie sévère, avec au moins des signes de gravité, afin de réduire aussi le risque d'hématome rétroplacentaire. En cas de crise d'éclampsie, il est recommandé, le traitement de référence actuellement, c'est le sulfate de magnésium en première ligne chez une femme ayant une éclampsie afin de réduire la morbidité maternelle et le risque de récidive d'éclampsie. Les corticoïdes, il n'y a pas d'indication à administrer les corticoïdes d'une façon systématique pour réduire la morbidité maternelle et le HELP syndrome. En résumé, sur la prise en charge, une prise en charge en ambulatoire est possible pour les prééclampsies non sévères, stables, avec des conditions de sécurité. Une patiente qui est compliante et qui n'habite pas loin. Donc, la place prépondérante de l'abétalol en IV pour les prééclampsies sévères et l'intérêt du sulfate de magnésium en cas de prodrome, en cas de signe de gravité, avec prodrome de crise d'éclampsie et dans le traitement de la crise d'éclampsie. La surveillance. La problématique, c'est toujours on surveille, il faut trouver un équilibre entre la maman et son bébé. Donc une prééclampsie, on doit surveiller, une surveillance maternelle, et une surveillance fétale. Donc la surveillance fétale, une échographie, le Manning, le RCF et la surveillance maternelle.